Vivre une vie libre, une vie consciente. Lorsque j'ai préparé cette conférence, j'ai interrogé mon entourage pour savoir ce qu'ils pensaient de la liberté et s'ils se sentaient libres dans leur vie ou non. Et beaucoup ont été étonnés de cette question, voire presque offusqués, parce que bien sûr je suis libre. On vit dans un pays libre, non? Je vote, c'est moi qui mets le bulletin dans l'urne, je suis libre. Je suis libre d'acheter ce que je veux, d'aller au supermarché et de choisir ce que je veux mettre dans mon caddie. Je suis libre de mener ma vie comme je l'entends. Pourquoi tu me poses cette question? Et je sentais une pointe d'agacement, une tension, comme si une partie d'eux-mêmes savait quelque part qu'ils se mentaient. Et si on recherche une définition large de la liberté, voilà ce que l'on peut trouver. Qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire d'agir ou de ne pas agir. Voilà donc une définition de la liberté. Qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut, dans le sens avoir le pouvoir d'agir ou de ne pas agir. Alors pensez-vous être libre? Pensez-vous réellement avoir le pouvoir d'agir ou de ne pas agir dans votre vie? Pensez-vous détenir le pouvoir sur tous les actes que vous posez au quotidien et qui construisent votre vie? Lorsqu'on se pose cette question, se pose rapidement le problème de l'influence. L'influence des autres, des amis, des collègues, de la famille, de papa, de maman, d'un inconnu dans la rue, l'influence de la société, de notre culture, de notre religion, l'influence de notre environnement familial, professionnel, des médias, la télé, la radio. Bref, le constat est que nous sommes tous constamment sous influence. Et cette influence, inconsciemment, nous dirige. Elle contrôle nos pensées, nos états émotionnels, ces mêmes états émotionnels qui nous poussent à agir d'une certaine manière, ou plutôt à réagir, devrais-je dire. Sommes-nous réellement libres d'agir ou de ne pas agir lorsque nous sommes sous influence? Regardez l'exemple d'une journée type. C'est de la fiction, mais ça pourrait très bien être l'une de mes journées ou la vôtre. Vous vous levez, vous ouvrez les volets. Il fait un temps exécrable. L'influence de votre environnement démarre. Vous allumez vos réseaux sociaux, Facebook par exemple, et vous êtes à nouveau poussé à réagir parce que les autres ont posté. Vous sortez de votre chambre, votre petite fille vous tend les bras, vous fait un câlin, elle influence votre état émotionnel. Vous allumez la radio, vous entendez Manu dans le 6-9 sur Énergie, ça vous fait rigoler, des chansons, des musiques qui vous plaisent. À nouveau, vous êtes influencé dans une direction. Vous devez prendre votre voiture, elle ne démarre pas. Cette circonstance vous influence. Vous démarrez finalement en retard. Vous tombez dans les bouchons, les gens sont stressés, énervés et vous influencent à nouveau. Ça vous rend irritable. Vous donnez un coup de volant et vous percutez le scooter qui vous doublait. Cette dernière action était-elle un choix délibéré? Étiez-vous réellement libre quand vous l'avez posé, ce choix? Pourtant, ce choix, il va impacter lourdement votre vie. Donc, je vous repose la question, pensez-vous réellement être libre d'agir ou de ne pas agir? Un autre exemple. Vous êtes rentré du travail après une longue journée de boulot, vous avez enchaîné les réunions aujourd'hui. Vous êtes en famille maintenant. Ouais, vous avez décidé ce soir de passer votre soirée en famille, vous profitez de vos enfants, vous avez commencé à préparer le dîner. Et là, vous voyez votre BlackBerry clignoter dans un coin. Vous entendez le ding annonçant un email sur votre iPhone. Vous savez que vous ne devez pas le faire, mais discrètement, hop, vous lisez ce mail. Sauf que ce mail, c'est celui d'un collaborateur, avec en copie vos responsables. Et dans ce mail, ce collaborateur vous met en porte-à-faux sur un projet. Il critique ouvertement votre capacité à le mener à bien, ce projet. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez la boule arriver dans le ventre, la colère monter. Et vous décidez là tout de suite de laisser tout en plan. Famille, femme, enfant, le dîner pour aller répondre à ce mail. Vous êtes énervé, vous rembarrez votre femme qui vous fait remarquer que ce n'est pas forcément le moment, et vous vous enfermez dans votre bureau. Et vous passez la prochaine heure à répondre rageusement à ce mail reçu. Question. Cette décision de laisser en plan les personnes que vous aimez le plus au monde pour répondre à un mail, c'est-à-dire pour accorder toute votre attention à un collaborateur que vous n'aimez pas, était-elle celle d'un homme libre? Étiez-vous réellement libre quand vous avez fait ce choix? Le constat, c'est que nous vivons bien souvent une vie de réaction. Et lorsque nous réagissons, nous ne sommes pas vraiment libres. Nous agissons guidés par un état émotionnel que génère l'autre chez nous. Nous agissons guidés par la programmation que cet autre installe dans notre système de fonctionnement inconscient. Il devient alors notre maître
et nous son esclave. Nous lui laissons l'entier contrôle de nos pensées, des états émotionnels créés par ces pensées, du flot d'hormones se déversant dans notre corps en réaction à ces émotions. Bref, nous lui laissons le contrôle sur notre vie. Seulement, tant que nous ne savons pas que nous ne savons pas, tant que nous n'avons pas conscience en fait que nous agissons sur télécommande de ce que provoque l'autre chez nous, nous n'avons aucune raison de changer. Et nous continuons de vivre notre vie d'homme prétendument libre, alors qu'au final, nous ne vivons que l'illusion de la liberté. Exactement comme dans la matrice du film Matrix, où le héros Neo s'aperçoit en fait que la vie qu'il vit n'est qu'un rêve, créé par un programme informatique lui donnant l'illusion de la réalité. Et comme Neo dans le film, pour vivre une vie libre, nous devons reprendre conscience, prendre la petite pilule rouge. Donc voyez le chemin nous menant vers une vie libre comme un chemin initiatique avec différentes étapes. La première de ces étapes est donc la prise de conscience. La prise de conscience de cette illusion de liberté. La prise de conscience de l'influence et de son impact sur notre vie. Tant que Néo n'a pas conscience qu'il vit dans la matrice, il n'a aucune envie ni raison de vouloir en sortir. Donc il faut qu'il y ait ce fameux déclic, cette prise de conscience. Et ce déclic, il peut arriver de différentes manières. Ça peut être un choc, vous percutez le mur, une partie de votre vie s'écroule, l'annonce d'une maladie, un divorce douloureux, la perte d'un emploi, un choc émotionnel intense provoqué par exemple par l'annonce d'un attentat. Ce choc va vous obliger peut-être à repenser aux actions qui vous ont amené à cette situation. Ce choc vous oblige à repenser votre vie. Et vous vous apercevez que beaucoup des choix vous ayant conduit où vous en êtes ne sont pas vraiment les vôtres au final. Et vous décidez de changer. Ou alors, la prise de conscience peut se faire plus en douceur, de manière choisie, grâce aux échanges, aux lectures, aux conférences, bref, à du savoir accumulé. Vous décidez de remettre en question votre vie et les choix qui vous ont permis de construire cette vie. Et vous décidez de changer. Mais dans les deux cas, que ce soit dans la douleur ou plus en douceur, dans les deux cas, vos yeux ils s'ouvrent et vous prenez conscience de l'aveuglement dans lequel vous avez vécu peut-être durant de nombreuses années. À ce moment-là, il y a deux manières de réagir. Certaines personnes préfèrent alors refermer leurs yeux, car la réalité qu'elles ont entreaperçue, ça leur demanderait trop de sacrifices, trop d'efforts à fournir pour changer. Par exemple, changer peut-être de régime alimentaire, de rythme de vie, de manière de travailler, changer de priorité. Et ils s'en sentent pas le courage en fait. Ils ont pas ou ils ont plus ni le courage ni l'énergie pour amorcer ce changement. Et d'autres personnes, elles, ne refermeront plus jamais leurs yeux et aiguiseront encore plus leur vue jour après jour. Mais dans les deux cas, le choix aura été conscient, c'est-à-dire libre. Tu refermes les yeux, mais tu le fais en connaissance de cause. Tu as vu la destination finale. Donc une fois cette première étape franchie, si vous ne décidez pas de revenir en arrière, la seconde étape vers la liberté, c'est le savoir. Augmenter son savoir. Pour ne plus en fait déléguer nos choix de vie ou nous les faire imposer par ce qu'on appelle le fameux sujet supposé savoir. Ouais. Sujet supposé savoir. Peut-être vous connaissez ce terme. Enfants, ce sont nos parents, les maîtres d'école. Ce sont des personnes à qui on donne les pleins pouvoirs parce qu'on pense qu'elles en savent plus que nous en fait. Et on a été conditionné à fonctionner comme ça, encore une fois, depuis tout petit. Depuis tout petit, on ne fallait surtout pas remettre en question la parole de papa et maman, et encore moins la parole du maître d'école. Plus tard, c'est l'homme en blouse blanche, l'homme en costard-cravate. Ces sujets supposés savoir qui ont tant d'influence sur nos choix de vie, à qui nous sommes parfois trop contents aussi de laisser ou de donner tant de pouvoir sur nos vies. Donc nous devons nous approprier ce savoir, nous permettant en fait de poser nos actes quotidiens en toute conscience, en toute connaissance de cause. Nous pourrions par exemple acquérir plus de savoir sur nos programmations inconscientes, celles qui tapis dans l'ombre nous dirigent, elles sont directement liées aux croyances qui nous ont été transmises dans notre enfance, et celles aussi que nous nous sommes forgées par nos expériences
et sur nous et surtout notre manière de les vivre, ces expériences. Donc ces croyances, ils conditionnent complètement le potentiel que nous pensons avoir, à mon avis. On pourrait acquérir plus de savoir sur certaines sagesses ancestrales, qui, si nous les redécouvrions, nous permettraient peut-être de mieux nous comprendre, mieux nous accepter, nous aimer, et que ce soit personnellement ou les uns avec les autres. Je pense à l'Ayurveda, ce système de santé indien, vieux de plus de 5000 ans. Je pense aussi au chamanisme amérindien, avec en particulier la roue de la médecine, qui nous permet de nous reconnecter et de nous unir à notre vraie nature et à la nature elle-même. On pourrait s'intéresser aux découvertes des sciences modernes, comme la physique quantique, l'épigénétique, les neurosciences. Nous y apprendrons à quel point nous sommes tous reliés les uns aux autres, humains, animaux, végétaux, minéraux, que nous sommes des êtres énergétiques avant d'être des êtres physiques, que nous vibrons notre propre réussite, notre propre bonheur, mais aussi nos échecs et notre souffrance, que notre environnement a un réel impact sur notre niveau de santé, que nos pensées dirigent et sont créatrices de notre vie, que nous pouvons programmer notre cerveau au bonheur. On pourrait s'intéresser aussi à notre dimension spirituelle, afin de donner un sens à ce que nous vivons, comprendre qu'au final, tout a un sens, que nous avons le pouvoir en nous de créer la liberté, la réalité que nous souhaitons expérimenter, comprendre que nous sommes constamment guidés, accompagnés sur notre chemin, grâce à des outils comme la numérologie par exemple, l'angéologie ou aux transmissions des grands guides spirituels ou canals ayant traversé les âges. Donc le savoir c'est la clé. Et comme le disait Simone de Beauvoir, le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Alors pourquoi on refuserait de savoir? Parce qu'il est beaucoup plus facile de garder les yeux fermés. Il est plus facile de tourner la tête et de se dire je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi faire pour faire en sorte que les choses se passent mieux pour moi. Il est plus facile, encore une fois, de déléguer nos vies au sujet supposé savoir, de rejeter la responsabilité de nos vies sur d'autres. La crise, le patron, les politiques, son conjoint, la malchance, c'est comme si vous donniez les clés de votre Ferrari à quelqu'un et vas-y, je ne sais pas la conduire, conduis-la à ma place. Il est plus facile de faire tout ça que d'aller à la quête du savoir qui demande de l'énergie. Une énergie que beaucoup de personnes en fait n'ont plus car ils sont épuisés par leur quotidien. Donc le savoir vous pousse progressivement au changement. Et il faut de l'énergie pour changer les choses. Que ce soit son hygiène de vie, son hygiène alimentaire et parfois ses fréquentations. Il faut de l'énergie pour lutter parfois aussi contre le regard de ceux qui ne comprennent pas votre changement. Les amis, la famille, les collègues qui ne comprennent pas pourquoi vous êtes mis au yoga, qui pensent que vous êtes tombé dans une secte, qui se moquent parce que vous mangez plus de viande, ou qui vous jugent car vous avez décidé de vous mettre à la méditation. Donc oui, je comprends que certaines personnes refusent le savoir après avoir compris tout ce que cela pouvait provoquer dans leur vie. Et comme dans le film Matrix, ils refusent la pilule rouge qui pourrait les réveiller et leur apporter la vraie liberté. Ou parfois pire encore, ils décident de retourner dans la matrice, exactement comme dans le film. Pourtant le savoir c'est la clé de nos chaînes, la clé de notre autonomisation, ce qu'on appelle l'empowerment. Et comment obtenir plus de savoir? On vit à une époque où on ne peut plus dire je ne sais pas, je ne savais pas. On a accès à tout le savoir de l'humanité en un clic. Le savoir ne s'est jamais autant diffusé depuis l'arrivée du net, l'arrivée des réseaux sociaux. Alors bien évidemment, il faut faire le tri, il y a beaucoup d'informations qui peuvent parfois être contradictoires et vous pouvez facilement vous y perdre, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes abandonnent leur quête du savoir et ne changent rien au final. C'est des personnes qui me disent j'ai lu tout et son contraire, donc tu comprends, je change rien dans ma vie au final. Donc comprenez aussi que beaucoup de personnes ont intérêt à ce que rien ne change, à ce que l'être humain reste endormi, sous contrôle, docile, sous influence et malléable. Et une personne, Noam Chomsky, je ne sais pas si vous connaissez Noam Chomsky, c'est un professeur d'université aux États-Unis qui a étudié depuis de nombreuses années les premières civilisations antiques et surtout le pouvoir de manipulation, comment le pouvoir manipulait la plèbe et les populations. Et il a mis en lumière en fait 6 techniques utilisées pour manipuler les masses. La première de ces techniques, c'est la distraction.
c'est-à-dire détourner l'attention du peuple des problèmes importants. C'est inspiré de l'Empire romain avec le panem et circenses ou du pain et des jeux. Donc chez nous, les jeux, c'est quoi? C'est le foot à la télévision, c'est les émissions de télévision. Deuxième outil, c'est s'adresser au public comme à des enfants. Il suffit de regarder le discours infantilisant des publicités, vous allez vous en apercevoir. Ensuite, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Donc vraiment chercher à manipuler les gens au travers des états émotionnels, de manière à court-circuiter leur analyse, leur sens critique. C'est aussi maintenir une quatrième étape, une quatrième technique, c'est maintenir le peuple dans l'ignorance et la bêtise. C'est clair que plus les gens ont des connaissances et apprennent à réfléchir par eux-mêmes, plus ils sont difficilement manipulables. C'est pour ça aussi que pendant de nombreuses années, le pouvoir a été détenu par le clergé, pour justement garder ce contrôle sur la population. Cinquième technique, encourager le peuple à se maintenir dans la médiocrité. C'est-à-dire tout vous tire vers le bas. Ouais, on vous encourage à regarder la télévision, à regarder les émissions qui passent à la télévision, beaucoup de vulgarité, beaucoup d'inculture, beaucoup de bêtises. Parfois, il y a certaines émissions qui sortent du lot, qui tirent vers le haut, mais quand même la grande majorité des programmes qui nous sont proposés tirent les gens plutôt vers le bas. Sixième point, je pense que c'est le plus important, c'est connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Ouais. De manière à, voilà, on sait à quel point l'être humain il est dirigeable par ses états émotionnels. On comprend, on sait comment créer ces états émotionnels, comment ces états émotionnels prennent naissance. Qu'il suffit de, boum, une petite graine dans le cerveau, une petite pensée qu'on plante dans le cerveau des gens pour créer très rapidement un état émotionnel, et que cet état émotionnel soit un bon outil pour manipuler et contrôler les choses en fait. Donc par contre, les gens, eux, qui manipulent, ont une très bonne connaissance du fonctionnement de l'humain, du pouvoir de l'influence et de l'influence qu'ils peuvent avoir et de comment utiliser cette influence à leur profit. Donc peu importe comment vous allez chercher ce savoir, mais le savoir c'est vraiment, je pense, la clé majeure pour vivre une vie consciente et une vie libre. Que ça soit via Internet, des livres, des vidéos sur YouTube, des conférences, des séminaires que vous allez suivre, etc. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous savez, vous devenez beaucoup moins influençable, beaucoup moins manipulable, donc beaucoup plus libre. Donc maintenant je sais, une fois que j'ai accumulé ce savoir, qu'est-ce que j'en fais en fait? Ouais, qu'est-ce que j'en fais? Donc la troisième étape vers une vie libre, pour moi, c'est l'application de savoir. C'est l'expérimentation de ce savoir pour le transformer en connaissance. Donc la connaissance, à mon sens, je ne sais pas si c'est exactement ça, expliqué comme ça, peut-être dans les bouquins de philo ou de littérature, mais pour moi la connaissance, c'est l'application matérielle, physique d'un savoir, afin de se l'approprier. C'est passer de la théorie à la pratique. J'expérimente. Je me fais ma propre expérience. Je vois ce que je garde dans ce que j'ai appris, je vois ce que je modifie, je vois ce que je jette. Bref, je construis ma propre pensée, mes propres convictions, et je ne fais pas un copier-coller du disque dur de quelqu'un d'autre sur le mien. Je suis libre, je pose les actes qui construisent ma vie en pleine conscience des implications, des répercussions de mes choix sur ma vie, mais aussi sur celle de mon entourage, sur la société, sur l'environnement. J'ai conscience qu'à chaque instant, je me définis par les actes que je pose, par les décisions que je prends. Donc je ne me laisse pas dicter ces choix par l'influence des autres, je suis libre. Je suis conscient, debout, les yeux grands ouverts, conscient de mon pouvoir. Je suis libre. Alors pourquoi faire tout ce travail d'empowerment? Pourquoi faire tout ce travail d'autonomisation par le savoir? Parce que nous n'avons plus le choix. L'humanité est arrivée à un point crucial de son évolution. Et comme la prophétie amérindienne des 7 feux l'annonçait, maintenant il y a 2 chemins qui s'offre à nous. Un chemin nous enfonçant encore plus dans l'illusion, l'ignorance, la séparation, la peur, la haine, la destruction, ou un chemin nous conduisant à une révolution. Alors pas armée, ni sanglante, ni politique, mais à une révolution personnelle, à une révolution intérieure, à une révolution spirituelle, nous amenant à l'éveil, la connaissance, l'union, la paix, l'amour et la construction d'une nouvelle ère.
Donc si vous souhaitez contribuer à la construction, à la création de cette ère nouvelle, alors faites la révolution, faites votre révolution. N'attendez pas votre salut de quelqu'un d'autre que de vous-même. Comme le disait Gandhi, soyez le changement que vous souhaitez voir dans ce monde. Donc faites de chaque acte conscient de votre quotidien d'homme et de femme libre un acte révolutionnaire.